Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Alors en ce qui me concerne, je vais essayer d'illustrer le propos de Laurence Tranois en évoquant avec vous une discipline toute jeune qu'on appelle l'archéoconchiliologie. Alors les coquillages marins sont mentionnés en France depuis au moins le XIXe siècle sur les sites archéologiques d'époque romaine. Des paragraphes leur ont été réservés dans les monographies sur les grandes agglomérations antiques et des chapitres leur ont été consacrés dans les ouvrages dédiés à la cuisine romaine. Les auteurs y abordent les coquillages sous l'angle de la consommation, de la préparation, de la pêche ou encore de l'élevage. Ils s'appuient sur les témoignages transmis par les textes anciens. Cependant, leur traduction nous étonne parfois. Par exemple, l'ostréa des Latins et l'ostréon des Grecs sont systématiquement rapprochés de l'huître. Pourtant, le contenu de certains passages est en contradiction avec la biologie et l'écologie de cette espèce. L'iconographie est également mobilisée. Je pense notamment à des vases en verre représentant des ostriaria dans la baie de Naples. Ces ostriaria seraient la preuve de l'ostréiculture romaine. Mais le mot ostréiculture, au sens moderne, renvoie à une activité technique précise. Or, il n'a pas été démontré qu'elle était effectivement maîtrisée à l'époque romaine. Un autre argument important des démonstrations est le grand nombre de coquilles retrouvées au cours des fouilles archéologiques. Toutefois, ces vestiges ont été interprétés sans que leur nature n'ait été au préalable définie. En effet, l'étude approfondie des conchiliorestes, c'est-à-dire des coquilles entières ou fragmentaires de mollusques, ne fait que commencer. Malgré son jeune âge, cette discipline, au nom un peu barbare d'archéoconchiliologie, laisse déjà percevoir de nombreuses perspectives de recherche. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Les premiers travaux spécialisés se sont développés à partir de la fin des années 80, grâce aux recherches entamées par Françoise Brienne-Poitvin dans la région méditerranéenne. En 1995, son décès interrompt brusquement cette dynamique. Mais l'entreprise est rapidement poursuivie, principalement par Vianney Forest, archéozoologue INRAP. Sur la côte atlantique également, plusieurs chercheurs sont intervenus, dont Yves Gruet, alors enseignant biologiste à l'Université de Nantes. Leurs résultats ont permis une première synthèse sur la consommation et le commerce des coquillages autour de la Gironde. Cette synthèse a été dressée par Vianney Forest à l'occasion de l'étude des coquilles du site du Faa à Barzan, en Charente-Maritime. Aujourd'hui, la multiplication des observations et la précision des informations recueillies autorisent des approches synthétiques sur chacune des étapes de la chaîne opératoire qui régit l'exploitation des coquillages marins en Gaule romaine. Les conchiliorestes retrouvés sur les sites archéologiques sont en effet les indices qui permettent aux conchiliologues de remonter le parcours des coquilles jusqu'au moment de leur collecte dans l'Antiquité. Je vous propose donc de nous arrêter sur quelques étapes de ce parcours. Pour rendre ces escales les plus agréables possibles, je vous épargnerai les noms zoologiques en latin qui sont normalement utilisés dans une approche conchiliologique. L'alimentation est certainement le thème sur lequel les conchiliologues sont le plus souvent interrogés. Nous sommes encore loin d'en cerner toutes les implications, car l'enquête débute seulement. Je peux toutefois vous présenter des plateaux de fruits de mer dont la composition varie en fonction des régions. Autour de la Méditerranée, la part belle est donnée à l'huître plate, qui est l'huître indigène des côtes européennes, et au peigne glabre. Les moules les accompagnent parfois. 4 autres espèces se manifestent irrégulièrement par des concentrations sur certains sites, tandis qu'elles sont absentes dans d'autres. Il s'agit de 2 bivalves, le flion tronqué et le peigne operculaire, et de 3 gastéropodes, les patelles en forme de cône et les rochers ou murex enroulés en escargot.
L'un est dit facié à gauche, l'autre épineux à droite. Enfin, les coques apparaissent en arrière-plan dans le cadre d'une consommation, semble-t-il, occasionnelle. Ce plateau méditerranéen de coquillages peut être comparé à celui qui se dessine au fil des études pour la façade atlantique. On y retrouve l'huître plate, les moules, les coques et les patelles, le peigne variable et le pectinidé du menu. Il remplace le peigne glabre et le peigne operculaire qui sont absents. À ses côtés apparaissent la palourde croisée d'Europe et ponctuellement le lavignon poivré. Le flion tronqué, qui vit aussi en Atlantique, ne semble pas consommé. De même, les gastéropodes enroulés en escargot, comme le sont les murex méditerranéens, sont absents. Sur les sites de l'intérieur des terres, cette variété de composition disparaît. L'huître plate est en effet le seul coquillage au menu, probablement à cause de sa plus grande résistance au transport. Il est toujours difficile de savoir si la chair des animaux a été consommée crue ou préparée, en particulier par une cuisson. Il est certain que des huîtres ont été ouvertes alors qu'elles étaient vivantes, car des stigmates d'ouverture ont été identifiés sur certaines valves. Les plus faciles à repérer sont des encoches sur le bord arrondi de la valve, qui est nommée ventrale en conchyliologie. Ces encoches ont été occasionnées par l'entrée en force d'une lame du couteau entre deux valves. Ainsi, l'opérateur pouvait ensuite sectionner le muscle qui maintient les valves fermement jointes. Sur les sites de Barzanfa et de Lyon-Cybèle, les marques d'ouverture étaient si nombreuses et systématiques que des techniques nettes ont pu être restituées. Cet aspect est un peu anecdotique, pourtant je vais m'y attarder car il est l'occasion de montrer jusqu'où peut mener la lecture des conchyliorestes. La technique barzanaise a été décrite par Vianney Forest. La lame d'un couteau est insérée entre les deux valves, créant ainsi une encoche. Ses bords entaillent la matière en créant des stries dans le prolongement de l'encoche et son plat érafle la nacre interne. Au moment de pivoter pour sectionner le muscle, la lame peut heurter par sa pointe la surface de la valve gauche. La technique lyonnaise est plus brutale. L'opérateur brise le bord de la coquille. Il profite ensuite de la faille ainsi créée pour insérer la lame entre les deux valves. Au moment de forcer le passage par un mouvement de levier, le bord ventral de la valve droite cède. Une encoche est formée. Plus libre, la lame pénètre alors dans la coquille en suivant le bord postérieur. Sur son passage, elle entaille les valves et érafle la nacre interne. Enfin, l'opérateur fait pivoter la lame afin de sectionner le muscle adducteur. La pointe heurte le bord antérieur, le longe et le raye en dégrivant un long arc de cercle. Ces techniques ont mobilisé des lames différentes dont nous pouvons grossièrement restituer la forme. Ponctuellement, la pointe du couteau est en effet restée imprimée à la surface de la valve. Et la taille des encoches permet de mesurer la largeur de la lame au maximum de son insertion entre les valves. J'en ai déduit une lame longue, effilée et pointue pour la technique lyonnaise, et au contraire, une lame courte, large et à la pointe arrondie pour la technique barzanaise. L'outil des opérateurs barzanais ressemblait peut-être à un petit couteau découvert sur le même site. Un modèle proche a été retrouvé à Trèves. Selon les archéologues, il aurait servi à ouvrir des huîtres. Cette forme trouve encore des échos dans les couteaux à huîtres utilisés au XVe siècle, et même aujourd'hui dans le couteau crapaud qui lui ressemble toujours. Mais avant qu'elle soit forcée pour en extraire la précieuse chair, la coquille protégeait un animal vivant qu'il a fallu pêcher. Où et comment sont des questions auxquelles l'étude des conchyliorestes peut apporter des éléments de réponse. D'après les espèces et les caractéristiques morphologiques des coquilles observées au cours des études, il semble que les pêcheurs de coquillages opéraient principalement dans les zones maritimes proches du rivage. Cette exploitation de la frange côtière, facilement accessible, transparaît dans l'évocation du ramassage des mouscoulis par le poète bordelais Ozone. Il raconte qu'on ne va pas les chercher au sein d'une mer orageuse, en bravant des périls qui en doubleraient le prix, mais au bord des eaux, quand la vague s'est retirée,
on le recueille sur le rivage parmi les algues dont il a la couleur. D'après ma relecture de quelques textes anciens, les musculi désigneraient les moules. Les vers d'ozone suggèrent également une sûreté des conditions du ramassage. Les eaux sont calmes et peu profondes, ce que l'auteur décrit par le terme de stagnum, c'est-à-dire une étendue d'eau stagnante. Cet emploi du mot stagnum se perpétue au XVIe siècle dans une représentation du rivage languedocien dressée par le géographe Abraham Ortelius. Les étangs littoraux, entre le golfe d'Aigues-Mortes et Narbonne, sont dessinés sous forme d'une véritable mer intérieure et désignés par le terme de stagna, qui renverrait à la perception que les Romains en avaient. Dans ces conditions, les moyens mis en œuvre par les pêcheurs n'étaient sans doute ni plus ni moins poussés que ceux résumés à la fin du XVIIIe siècle par l'abbé Jaubert dans son dictionnaire raisonné universel des arts et métiers. Il rapporte que les pêcheurs vont à la recherche des coquillages de mer de 5 manières différentes, à savoir à la main, au râteau, à la drague, au filet et en plongeant. L'utilisation d'instruments de type râteau pourrait être identifiée par des trous qui perforent les valves de peignes glabres et d'huîtres. La pêche des huîtres se pratique en effet sur les gisements naturels. Aucun indice conchyliologique n'a encore permis d'identifier une trace d'ostréiculture au sens moderne du terme, c'est-à-dire incluant la maîtrise de la reproduction et de la croissance du mollusque. Mon analyse des témoignages des auteurs anciens révèle tout au plus un parquage des huîtres après leur cueillette sur des bancs naturels, afin d'en améliorer les qualités gustatives et visuelles. La distribution géographique des restes des différentes espèces identifiées montre que l'huître est la plus exportée. J'ai essayé d'en suivre les axes de distribution. Pour cela, je me suis attachée à identifier l'origine des huîtres trouvées sur les sites continentaux. Cette origine est donnée par les coquilles d'autres mollusques. Ils peuvent être strictement méditerranéens, comme le peigne glabre et les rochers, ou strictement atlantiques, comme la téline épaisse. Ils ont été mêlés accidentellement aux huîtres, ou ils ont servi de support de fixation à celles-ci, comme le rocher facié ou le peigne glabre dans les assemblages de Lyon-Cybèle. Par ailleurs, la forme des coquilles peut parfois ressembler à une série connue sur l'une ou l'autre des façades maritimes. Par exemple, j'ai rapproché le profil morphologique de Lyon-Cybèle, assurément méditerranéen, à celui contemporain de Dourbis-Saint-Bézard à Aspiran, qui est situé dans le département de l'Hérault, à seulement 20 km de la côte méditerranéenne. La multiplication de ces observations m'a permis de tracer la limite de pénétration des produits marins à partir de leur lieu de pêche. Cette limite est très nette dans le bassin aquitain, où s'affrontent clairement les aires de répartition des assemblages de type atlantique et de type méditerranéen. Au contraire, il est peut-être encore trop tôt pour aborder l'axe séquano-rhodanien, où les premiers résultats montrent une interpénétration des deux grandes façades. Ainsi, à Lyon-Cybèle, elles se côtoieraient dans une même fosse. Nous voici arrivés au terme du parcours des coquillages alimentaires, ceux qui sont pêchés, nettoyés, triés, puis transportés avant d'être finalement consommés sur des sites parfois très éloignés de la mer. Je pourrais donc m'arrêter à ce scénario. Mais l'archéoconchiliologie réserve des surprises. Elle révèle en effet que si l'homme est effectivement gourmand de la chair, il recherche aussi l'objet que constitue la coquille de l'animal vivant, indépendamment du corps qu'elle protège. Ainsi, il est évident que de nombreuses coquilles ont été ramassées pour elles-mêmes, alors qu'elles n'abritaient plus de chair depuis longtemps. Ces coquilles épaves, comme elles ont été définies par Françoise Brienne de Poitvin, se reconnaissent par l'usure de tout leur relief au fil des frottements causés par les mouvements de l'eau. Le cas le plus remarquable est celui du vernis-fauve, dont la nature épave est mise en évidence par une petite altération des bords de la valve. Cette altération marque le premier stade de dégradation des valves lorsqu'elles sont roulées par la mer. Les vestiges archéologiques de vernis-fauve se présentent de deux manières. D'une part, des valves entières ont été identifiées par Yves Magnez, archéologue INRAP, comme des objets funéraires. Elles sont parfois en association avec des valves creuses de coquilles Saint-Jacques. D'autre part, les habitats livrent le plus souvent des fragments.
Dans ce cas, Vianney Forest les qualifie de tessons, en référence aux morceaux de pièces céramiques, parce qu'il considère que ces valves sont aussi des objets utilitaires. J'ai récemment étendu cette hypothèse aux valves de coquilles Saint-Jacques, d'amandes de mer et de buccardes. Souvent, le sommet des amandes et des buccardes est percé d'un trou. Celui-ci est régulièrement considéré par les archéologues comme un forage pratiqué par l'homme. En réalité, il est un des premiers stades de l'altération naturelle de ces coquilles après la dissociation des valves. L'usage de ces coquilles n'a pas été clairement établi à ce jour. Il ne laisse en effet aucune trace sur les valves, à l'exception peut-être de celles de coquilles Saint-Jacques, qui présentent parfois des petites usures sur leurs bords ou des perforations. Cependant, nous n'avons pas encore trouvé les clés qui permettraient de les interpréter. L'incrustation de valves épaves dans des décors, comme on le connaît bien à Herculanum et Pompéi, est peut-être une piste à suivre pour certains exemplaires. Jusque récemment, les coquilles épaves apparaissaient comme les marqueurs d'une pratique que la distribution géographique des découvertes semblait réserver au pourtour du golfe du Lion. Mais le mobilier conchiliologique mis au jour cette année, dans une fosse du site bordelais de l'Auditorium, montre qu'elle dépasse les frontières de la Narbonnaise méditerranéenne. Dans cette perspective, la nature de certaines valves, enregistrées sur des sites voisins, mériterait certainement d'être réexaminée. Parallèlement, les coquilles épaves sont l'objet d'un véritable commerce, comme en témoigne la présence récurrente du vernis fauve dans les assemblages et la très large diffusion des valves vers l'intérieur des terres. Elles sont retrouvées loin des côtes, par exemple dans un petit habitat rural à Carcassonne, distant de quelques 80 km de la côte, et à Meaux, une valve de coquille Saint-Jacques de Méditerranée se trouvait même à plus de 750 km de son bassin d'origine. Les coquilles épaves étaient ramassées sur les plages, mais il ne faut pas considérer cette activité comme simpliste. Elle nécessite en effet une bonne connaissance des rivages. Nous avons pu constater que les coquilles épaves de certaines espèces sont rejetées uniquement en certains endroits et que leur altération, donc leur qualité, est plus ou moins intense entre les différents lieux d'abandon. C'est ce qu'a constaté Vianney Forest pour le vernis fauve en Languedoc. Nous supposons donc qu'il existait des personnes dont au moins une des activités consistait à parcourir les plages à la recherche des valves désirées. Les auteurs latins évoquent ces promenades. Ainsi, Ovide raconte que la pleine mer n'offre pas de minces coquillages ou de cailloux marbrés. C'est sur le rivage toujours altéré qu'ils arrêtent les promeneurs. Dans cette rapide présentation, j'ai essayé de montrer la diversité des types d'informations que l'étude des conchiliorestes peut apporter à la connaissance du monde gallo-romain. Nous commençons aujourd'hui à mieux cerner l'aspect alimentaire, si souvent évoqué dans la littérature archéologique, et à éclairer sous un angle nouveau la nature zoologique des animaux mentionnés par les auteurs anciens. Un des acquis les plus importants concerne sans doute l'ostréiculture, car en l'état actuel des connaissances, rien ne nous permet de dire que cet élevage, dans son acception moderne, était maîtrisé à l'époque romaine. L'archéoconchiliologie révèle enfin d'autres aspects qu'on ne soupçonnait pas, ainsi le ramassage de la coquille à titre d'objet et dont les fonctions sont certainement très diverses. Je vous remercie de votre attention.